et je m'étonne nous-mêmes de faire un prêche politique là où nous devions discuter de géoéconomie au fond, c'est à quel point il n'y a pas encore une pleine compréhension, une pleine lucidité de l'opinion publique sur l'ampleur du changement qui va intervenir. Mon sentiment, c'est que nous sauverons la Grèce. Il n'y aura pas la fumée noire que nous décrivait avec tant d'éloquence M. de Sertine. Nous n'aurons pas exactement une situation catastrophique, mais en revanche, nous aurons une mutation qualitative du mode de faire de la politique dans ce pays et dans ce continent. Un pays qui va s'élargir aux dimensions d'un ensemble qu'on appelle l'Euroland si l'on veut, et qui est l'Union européenne, car je ne doute pas qu'à un moment ou à un autre, nos amis anglais nous rejoignent, car pendant cette crise, il s'est passé encore une dernière chose étonnante, c'est le discours de David Cameron, eurosceptique s'il en est à l'intérieur de la classe politique britannique. Le Premier ministre a dit une chose extraordinaire, et publiquement, nous ne pouvons pas nous permettre, nous Anglais, de voir la zone euro s'effondrer et l'euro disparaître. Ce serait une catastrophe pour le peuple anglais. Ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant. Et si en effet une Angleterre dont 40% du pays des exportations sont destinées à l'Euroland est amenée à intervenir elle aussi pour soutenir cette zone euro, c'est donc que finalement l'indépendance tant réputée de la Banque d'Angleterre est peut-être aussi dans quelques années une question qui sera mise en débat. Et ne mettons pas la charrue avant les bœufs, commençons par cette gouvernance franco-allemande, elle est possible, elle est nécessaire, et elle suppose un remaniement complet de la vie politique de notre continent. Merci beaucoup Alexandre pour cette très brillant tour du monde. Trop rapide, évidemment, on aurait bien passé plus de temps, mais il y a énormément de questions. Donc je vais vous poser les questions un petit peu en rafale et je vais vous demander d'y répondre très très rapidement pour qu'on puisse traiter le maximum de questions, parce qu'il y aura forcément des questions qu'on ne pourra pas traiter malheureusement. Une question qui s'adresse à vous, Michel Samar, vous souhaitiez parler de ce sujet-là, de M. Jean Godina. Comment la France peut-elle développer ses exportations face à la Chine, avec notamment le problème de la parité du yuan? Oui, vous posez une question importante qui s'insère dans ce que l'on a peu appelé, quand on est dans la presse, n'est-ce pas, chers amis, la guerre des monnaies, la guerre latente, la guerre commerciale. Effectivement, c'est notre fameux deuxième moteur en marche, qui sont les exportations, qui alors sont interpellés par votre question. Alors évidemment, la meilleure manière d'améliorer ces exportations, c'est la voie allemande, dont a parlé Alexandre, c'est-à-dire la voie de la recherche de la compétitivité de qualité, de la recherche de produits qui sont demandés pour leur excellence et donc préférés pour cela aux autres, selon la demande mondiale. Et puis il y a la manière relativement plus simple auquel pensent les États qui sont moins courageux et moins rigoureux, c'est de faire tout simplement une dévaluation de sa monnaie pour gagner des marchés par la dépréciation de sa monnaie. C'est automatique, on devient beaucoup plus compétitif prix, compétitivité prix comme nous appelons ça. Bon, en ce moment il y a une guerre des monnaies évidente qui est masquée quelquefois, on ne l'appelle pas comme ça, mais c'est une guerre commerciale. Dernièrement, on a vu que lorsque les États-Unis ont eu du mal avec leur énorme déficit commercial qui est abyssal et qui représente la somme de tous les excédents du monde, c'est comme si les États-Unis étaient vraiment responsables pour résorber cette énorme dette extérieure. Lorsqu'on a parlé de cela et que les Américains ont demandé aux Chinois de bien vouloir agir sur leur taux de change de façon que les États-Unis puissent résorber leur déficit extérieur, eh bien à ce moment-là, les Chinois ont été très sévères, forts de leur force de frappe financière étonnante sur leurs réserves. Ils ont dit, vous n'avez qu'à vous occuper de votre compétitivité, c'est un problème qui est chez vous. Nous, le yuan est notre monnaie, la compétitivité, c'est votre travail à vous. Et lorsque, à ce moment-là, les États-Unis ont voulu quand même, très alertés pour la valeur du dollar, à la limite, ont voulu compenser cette affaire de yuan
qui est trop faible à leurs yeux, par une protection douanière, donc ressusciter les barrières douanières, un certain protectionnisme. Il y a eu une grande bataille entre républicains et démocrates au Sénat, et finalement ça a été voté. Donc il y a maintenant une protection douanière contre certains produits chinois, contre leur entrée aux États-Unis, et les Chinois ont dit ouvertement c'est un début de guerre commerciale, et ont-ils ajouté, il est difficile de savoir quand on s'arrête, quand on est dans une guerre commerciale. Voilà. Philippe de Sertine, vous vouliez ajouter un mot là-dessus très rapidement. Très vite, c'était parlé effectivement de ce vote qui a eu lieu cette semaine et qui a entraîné une réaction extrêmement forte du gouvernement chinois, comme du reste, le gouvernement chinois avait réagi de manière extrêmement violente à la perte du AAA américain. On va dire qu'on est là véritablement dans des oppositions intenses entre les deux géants. Où l'euro, d'ailleurs, retrouve toute sa place. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Alexandre Adler tout à l'heure. La zone euro, l'euro peut jouer un rôle de pacificateur dans cette espèce d'affrontement frontal qui est en train de se préparer entre le dollar et le yuan. Alors une question pour vous, Philippe de Sertine, de M. Jean-Louis Legrand. Je vais vous demander là aussi une réponse très brève. Ne sommes-nous pas confrontés à un choix entre la peste et le choléra, c'est-à-dire entre la planche à billets ou la dépression de type années 30, c'est-à-dire la République de Weimar, puis ce qui a suivi? C'est une question qui est plus pour Alexandre Adler. Voilà. mais juste, je crois vraiment sur la question de la planche à billets, il faut être très clair. Ça, c'est une impasse terrible. C'est-à-dire nous ne pouvons pas nous permettre d'envisager l'inflation comme solution du problème. Nous ne pouvons pas nous permettre, il y a une vieille formule économique d'un grand auteur, d'un très grand auteur économique qui dit l'inflation, c'est l'euthanasie du rentier. Le problème, on vient de l'évoquer, c'est que le rentier principal mondial s'appelle la Chine. Et que la Chine, on vient de l'évoquer avec les réactions qu'elle a eues dernièrement, ce ne sont pas des réactions d'acteurs économiques, ce sont bien des réactions de puissance géopolitique. C'est pour ça, je pense effectivement que cette idée de l'inflation est en réalité une question pour Alexandre Adler, parce que c'est risqué d'aller vers le pire. Alors Alexandre. Moi, je pense que depuis le début des années 1980, l'ensemble des pays industrialisés a renoncé à l'arme de l'inflation comme manipulation des grands équilibres macroéconomiques, et que d'ailleurs, puisqu'on parle de l'extinction du rentier qui était la célébrité keynésienne, le transfert de la rente maintenant vers les retraites et les bénéficiaires en général de l'État-providence crée aussi une véritable résistance sociologique à l'inflation dans nos pays. Il n'est pas envisageable dans un premier temps de supprimer tout simplement à travers l'inflation un endettement de l'État qui est envers ses propres citoyens et qui ont contribué, notamment à travers la sécurité sociale, à leur retraite et leur prise en charge médicale. Donc je pense pour ma part que l'arme de l'inflation n'est plus une arme, que la possibilité par ailleurs d'une inflation par le coût des matières premières a montré ses limites ces dernières années, et qu'il faut tout simplement écarter cette idée qui est régulièrement agitée, mais jamais mise en action, même aux États-Unis où la tentation existe d'augmenter la masse monétaire pour sortir de la dette. Le taux d'inflation est resté modéré pour toutes les raisons de la Terre. Donc je ne crois pas pour ma part que nous aurons une solution par l'inflation, par la planche à billets. Je crois en revanche que la stagnation de l'économie mondiale, de l'économie européenne, est étroitement liée à sa perte de capacité exportatrice. Et ici, effectivement, la question est à la Chine. Les Chinois ont sans doute raison de dire que la réévaluation lente mais inexorable du yuan est de toute façon engagée et que les mesures de guerre monétaire qui sont envisagées, les pressions qui leur sont infligées ne sont que de nature à augmenter les tensions. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut jeter le projecteur sur un autre aspect de la macroéconomie chinoise. La Chine aujourd'hui a décidé, et elle fait bien de le faire, de diminuer sa dépendance à l'exportation, car elle a compris les variations et les dangers. Aujourd'hui, la baisse des exportations chinoises est le résultat des tensions qui existent dans l'économie mondiale en général,
elle est inexorable, et de toute façon, la part de marché conquis par les Chinois dans la phase initiale de leur développement ne peut pas être maintenue. Les Chinois les plus lucides le savent. Certains, à la Banque de Chine, sont d'accord pour une réévaluation plus importante du yuan, notamment en raison des nécessités d'importation, notamment de produits énergétiques. Ils savent qu'un yuan trop bas a tout simplement introduit, alors là cette fois-ci, des tensions inflationnistes qui n'ont rien à voir avec les nôtres dans l'économie chinoise. Si vous achetez avec des yuan trop bas des Airbus, vous créez de l'inflation, vous en créez sur une échelle beaucoup plus grande au fur et à mesure que cette part-là des importations chinoises augmente, et elle augmente singulièrement. Et donc, la Chine essaie aujourd'hui d'injecter, comme elle l'a fait depuis 2008, du pouvoir d'achat dans l'économie intérieure et de faire basculer progressivement sa dépendance trop forte à l'exportation par un marché intérieur où la demande solvable doit augmenter considérablement, ce qui est un immense problème politique, car si la Chine a réussi son passage à une certaine forme d'économie de marché, c'est en maintenant un taux d'accumulation de l'épargne qui n'a rien à voir avec une économie de marché. Dans une économie de marché, cet argent des exportations, des parts de marché acquises à l'extérieur, ne serait pas accumulé comme elle l'est dans la trésorerie des entreprises chinoises, qui arrivent donc, je crois, à 3,5 trillions de surplus réalisé par le déséquilibre de la balance d'échange. Donc, notre discours à la Chine doit être très simple. Vous devez faire des TGV. Vous avez vu que les vôtres posent certains problèmes parce qu'il ne suffit pas de copier. Il faut aussi apprendre un peu des autres. Ça ne fait pas de mal et ce n'est pas humiliant. Mais si vous voulez cela, eh bien vous devez ouvrir beaucoup plus le marché chinois, qui est un marché de consommation en expansion, à l'industrie européenne. C'est cela le discours que nous devons tenir. Alors, une question qui va toujours dans le même sens, donc je vais vous demander d'être bref, aussi bien Philippe de Sertine que Michel Samard. Une question de M. Charles Nociel. Peut-on envisager que l'objectif de la BCE de maintenir l'inflation en dessous de 2%, objectif que vous connaissez bien, Michel Samard, soit remis en cause, ce qui permettrait justement d'alléger le poids des dettes souveraines? Ça va vous permettre de prolonger les réponses. Alors, très rapidement, je pense que c'est hors de question qu'il en va de la crédibilité de la Banque centrale. La crédibilité, c'est la confiance. Elle a été très durement et très brillamment acquise pendant les 10 ans. L'euro n'est pas vieux, hein, c'est une très jeune monnaie. Donc on doit être encore plus strict et rigide, et c'est absolument hors de question. Oui, juste peut-être pour rebondir, et je me souviens tout à l'heure de l'autre morceau de la question, on a dit il n'est pas question qu'il y ait la planche à billets. Est-ce que ça veut dire pour autant, alors qu'on est dans la dépression des années 30, je crois que le pari que l'on doit faire, qui est un pari effectivement incertain, comme tout pari, mais qui, à mon sens, est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus sage que l'autre, c'est-à-dire celui de la relance en acceptant des déficits monstrueux. Le pari est qu'à partir du moment où l'Europe, comme on l'a décrit tout à l'heure, comme l'a décrit Alexandre, va véritablement prendre en charge, notamment et assumer la gestion de sa dette souveraine, c'est un signal extraordinaire envoyé à la liquidité mondiale. Aujourd'hui, la liquidité mondiale cherche un endroit où elle va pouvoir se porter. Le jour où l'Europe envisage, démontre qu'elle a véritablement mis en place une action forte, qui est une modification profonde de son mode de fonctionnement, bien au-delà de l'économie, ce jour-là, et vraiment quand je vous le dis, c'est-à-dire si ça arrivait le 23 octobre, dès le 1er décembre, on pourrait lancer des émissions d'euros, obligations, en tout cas d'emprunts, des signaux envoyés à la liquidité internationale de plusieurs milliers de milliards d'euros, vraiment immédiatement, parce que immédiatement les capitaux afflueraient ou afflueront, il faut être optimiste, vers l'Europe. Je crois que donc quand on est en train de dire c'est l'un ou l'autre, l'effort qui est demandé, c'est un effort qui immédiatement doit nous permettre, on va dire, de restaurer cet élément qu'on vient d'évoquer, qui est l'élément majeur au cœur, dont la perte est au cœur de la crise, c'est la confiance. Et le rebond, d'ailleurs, est tellement proche de se faire, si ça va dans votre sens, il faut voir et s'étonner de l'étonnante résilience de l'euro, du cours de l'euro, au cours de toutes ces périodes qui sont très très volatiles. Quand vous pensez qu'il a simplement varié entre un 25, 30 et un 40, c'est quand même ahurissant, alors que la dette grecque, etc., tout semblait proche de s'écrouler. Alors j'ai justement deux questions sur la Grèce et ce qui se passe en Grèce actuellement. Je vais
d'y répondre de manière groupée et brièvement. De M. Michel Nicolas, j'ai entendu que le Brésil voulait acheter de la dette grecque. Quelles conséquences dans l'implantation du Brésil dans un pays d'Europe? Comment l'Europe peut-elle laisser cette implantation extra-européenne se réaliser? Ça fait suite au Hong Kong chinois que Alexandre Adler mentionnait tout à l'heure à propos du port du Pirée. Autre question de André. Quelles conséquences sur une sortie éventuelle de l'euro de la Grèce? Quelles seraient les incidences positives ou négatives? C'est la Grèce qui peut sortir de l'euro, c'est pas l'euro qui peut mettre la porte à la Grèce. Hein. Je signale que la réglementation, c'est la Grèce qui peut partir. C'est pas la zone euro qui dit au revoir les Grecs, on a eu assez d'ennuis avec nous. D'accord, mais quelles conséquences? Les conséquences immédiates, comme chacun peut le comprendre, c'est la mise en faillite immédiate de toutes les banques grecques, de tout le système bancaire grec, depuis les caisses d'épargne jusqu'aux banques un peu plus ambitieuses, qui tout d'un coup, trouvant leurs avoirs évalués de 40 à 60%, sont dans un rouge définitif. Alors il va falloir donc les recapitaliser. Donc ceux qui s'imaginent qu'en donnant leur congé aux Grecs pour l'hypothèse où ceux-ci l'accepteraient, ils seraient débarrassés du problème, se trompent. Ils se trompent aussi parce que cette évaluation de 60% des avoirs grecs aurait des incidences immédiates dans toutes nos banques, y compris les banques allemandes, bien entendu. Donc, disons qu'en tout cas, les sommes à débourser immédiatement dans cette hypothèse sont largement égales ou supérieures à celles que nous envisageons pour réduire la dette grecque et donc permettre à la Grèce de capoter pendant un temps. Cela dit, je ne m'inquiète pas évidemment du fait que la dette grecque soit un peu détenue par des Brésiliens qui veulent de toute façon faire baisser tout simplement le niveau du réal brésilien. Donc bon, c'est une façon comme une autre de jouer sur la balance des comptes, mais bon, ce n'est pas convertible immédiatement à un pouvoir d'influence sur une économie par ailleurs aussi petite que l'économie grecque. Mais en revanche, ce que je crois, c'est que une fois que nous aurons sauvé la Grèce, et je crois qu'un consensus est en train de se dégager pour la maintenir dans l'euro, la France étant en tête, et puis on voit bien les effets de contagion d'une telle position sur des pays comme le Portugal, comme l'Irlande immédiat. Je pense qu'en revanche, nous pourrons, une fois que nous aurons réglé d'autres problèmes en amont, dire aux Grecs, à partir de là, nous avons épongé à peu près 40-60% probablement de la dette publique grecque, mais à partir de ce moment-là, ils sont en tutelle. Alors, comment va-t-on faire? Peut-être qu'on ne leur mettra pas des contrôleurs slovaques qui seraient trop durs avec eux, mais en tout cas, il va falloir quand même que dans tous les ministères grecs, on se mette à plancher sur la façon de rester dans les clous. Il va falloir peut-être que l'Église orthodoxe grecque pense à payer des impôts. Il va falloir également que les privatisations avancent et que la collecte de l'impôt en général en Grèce dépasse 40%, ce qui est le cas aujourd'hui. Moi, je pense à une mesure très simple que l'on pourrait imposer en Grèce. C'est la distribution obligatoire de cartes Visa, enfin de cartes bleues, spéciales avec l'estampille de l'Union européenne qui serait le seul moyen de paiement accepté pour toutes les transactions dans le pays, plus de liquide. Alors là, je pense que la Grèce, sous ces conditions, pourrait rester dans l'euro. Je plaisante évidemment, mais enfin, qui connaît un peu la Grèce, la façon dont les billets de banque circulent laisse un peu rêveur sur la connaissance exacte du mécanisme économique de ce pays. Et dans ces conditions, il est évident que les Grecs, comme c'est une espèce de grossissement 50 fois de nos problèmes à nous, Français, Italiens et autres Européens du Sud, il est évident que les conditions pour rester dans l'euro qui seront accordées supposent que les Grecs se soumettent d'une manière ou d'une autre à un contrôle beaucoup plus important de leur macroéconomie. Philippe de Sertine, en 30 secondes. Mais juste, c'est vrai que à la fin, on a vraiment envie de sursauter quand maintenant cette espèce de théorie économique est reprise, d'ailleurs par les politiques, parfois par des économistes bancaires ou parfois par des collègues universitaires, en disant on peut supporter la faillite de la Grèce. Oui, mais toutes choses égales par ailleurs, où il y a eu le Mexique, il y a eu l'Argentine, il y a même eu la Russie. Tout ça est vrai, mais le contexte n'était pas le même. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise mondiale. Si vous abandonnez un pays, si un pays s'effondre dans une crise mondiale, il n'a aucune chance de s'en sortir.
il n'a aucune chance de s'en sortir, et même si, on va dire, le choc qu'il fait est un choc qui semble minime par rapport à l'ensemble, et en particulier par rapport à l'ensemble européen est tellement fragile que ce serait absolument fou de la part des Européens de tenter une telle aventure. Je crois qu'il faut vraiment arrêter de faire de la théorie de la fiction sur c'est absorbable, c'est pas absorbable. Je le redis toujours, moi j'ai le souvenir, j'étais en septembre 2008, je m'en glorifie, c'était plutôt un hasard, mais à New York, à Wall Street, et j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui vivaient la situation à l'époque de l'abandon de Lehman Brothers, où on faisait exactement ça, où on faisait de la théorie en disant il n'y a pas de problème, on peut absorber, c'est un choc, il faut donner cette leçon au monde bancaire, etc. Résultat, on a entraîné quelque chose qui a été quasiment un drame total pour l'économie mondiale. Il n'y a pas un député ou un sénateur américain qui se vante de ce qu'il disait, parce que malgré tout c'est dans les journaux, en toutes lettres, du genre, eh bien quand on est dans un naufrage, il y a un matelot qui va aller à l'eau parce que c'est une question de morale, on va en désigner un et il prendra pour les autres. Moi j'ai vécu la Banque de France, la Monsieur crise Foult était antipathique, c'était pour lui. Cher Alexandre, moi j'ai vécu la crise de liquidité à la Banque de France. La théorie était une chose et on faisait exactement l'inverse, donc ce qui prouve notre pragmatisme et notre flexibilité, et on a réussi à colmater les brèches. Alors la théorie, doucement. Si vous me laissez poser quelques questions, une question de M. Claude Lafay. Le fait de diluer les dettes souveraines de certaines dans la mutualisation de celles-ci avec la création des eurobonds, dont vous parliez à l'instant, ne va-t-il pas pénaliser la France en abaissant sa notation AAA, en rendant encore plus difficile notre remboursement ou en augmentant notre taux? Il faut être très clair, ceux qui vont être pénalisés, mais de très loin par rapport à une situation comme ça, ce ne sont pas les Français, ce sont bien les Allemands. Il faut être très clair aussi, aujourd'hui, les marchés ont quasi dégradé la note française. Même s'il ne faut surtout pas que ça arrive pour de vrai, mais les Français ont dégradé la note française. Très clairement, nous avons aujourd'hui les 90 points de base qui ont été passés d'écart entre les CDS français et les CDS allemands. C'est 90 centimes, c'est énorme. Ça veut dire que réellement les marchés considèrent aujourd'hui que la dette française est plus dangereuse et moins bonne et de moins bonne qualité que la dette allemande. Donc les Français auraient plutôt à se féliciter de cette mutualisation, ce qui veut dire, en étant toujours très clair, que ceux qui ont à se féliciter de la mutualisation, Alexandre Adler l'évoquait bien tout à l'heure, sont ceux, et là peut-être qu'il faudra mettre sous contrôle des ministères grecs, mais peut-être aussi certains ministères français. C'est-à-dire que tous ceux qui vont en bénéficier, évidemment, vont comprendre aussi qu'ils ont une contrepartie à donner, et cette contrepartie, c'est la sagesse. Donc aujourd'hui, la mutualisation, elle est claire, elle est, comme on le disait tout à l'heure, ce qu'attend l'ensemble du monde économique. Il est clair aussi qu'il va falloir prendre des engagements et que peut-être là d'ailleurs, quand on évoquait que l'Europe est au centre du monde, jamais la France n'a été aussi importante peut-être pas d'un point de vue totalement leader, mais parce qu'il va falloir qu'elle fasse d'énormes concessions pour pouvoir justement permettre cette mutualisation dont nous aurons grand avantage. Si juste un mot peut-être, la mutualisation ne pourra pas être totale. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour mutualiser 60% du PIB, enfin de la dette par rapport au PIB pour les grands États, mais que pour certaines dettes excessives, il faudra trouver des véhicules spécifiques dans lesquels, effectivement, dans la période de transition, jusqu'à ce moment où nous acceptons des règles un peu plus contraignantes pour l'ensemble des Européens, chaque pays éponge une partie de cette dette, peut-être en régionalisant certaines de ses fonctions, mais enfin, on ne pourra pas quand même tout décharger sur le dos des épargnants hollandais, autrichiens, allemands, sans aucune autre forme de procès que des déclarations de bonne volonté. Et j'ajouterais que ça, c'est un bout de cette dette. Le reste, en revanche, je pense que nous pourrions utiliser cette situation difficile pour mobiliser tous les Européens à émettre effectivement, une fois que nous aurons ce soulagement, ce que Philippe de Sertine évoquait, il est évident qu'une partie des flux financiers qui sont allés vers les États-Unis depuis le mois de juillet-août peuvent parfaitement revenir sur une situation européenne assainie. Mais là, nous devrions émettre des obligations purement européennes, mais qui ne serviraient qu'à financer des actions purement communautaires. Et j'en vois pour ma part une essentielle, la recherche.
Dans ce domaine, il y a un retard des Européens, allemands compris, par rapport aux États-Unis et bien sûr à la Chine et même au Japon. Nous devrions concevoir des efforts durables et financés globalement de recherche et de recherche technologique et de recherche-développement qui seraient soutenus par ces emprunts qui auraient immédiatement une connotation favorable et positive de renforcement de la croissance pour les Européens. Tout cela, c'est de la technique, mais c'est de la technique très politique. Mais en tout cas, il faut nous enlever de l'idée le sentiment que nous serions pénalisés en prenant à notre compte ces problèmes de dette. Il n'y a pas d'autre solution, puisque nous avons accepté pendant tout un temps un laxisme très grand, et que dans ce domaine, nous ne sommes pas capables d'administrer des leçons, surtout compte tenu du débat tel qu'il prend en train de prendre forme dans cette élection présidentielle. Tant que la France ne sera pas à la tête de la chasse à la réduction de la dette, tant que la France ne donnera pas des signes évidents d'une conversion à une nouvelle politique économique et une nouvelle politique tout court, qui ne signifie nullement d'ailleurs la disparition du débat politique entre la droite et la gauche, mais elle ne doit pas se situer sur ce point, eh bien nous aurons des difficultés, c'est évident. Alors enfin, une dernière question, je suis désolé pour tous ceux dont on ne pourra pas lire les questions, de M. Jean-Pierre Grenet, une question qui s'adresse à Philippe de Sertine et à Alexandre Adler. Je vais vous demander de conclure avec ça, messieurs. La réunion de fin octobre entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, à laquelle vous avez fait allusion tous les deux, sera déterminante pour l'avenir de l'Europe. Pensez-vous que ces deux chefs d'État et de gouvernement en ont bien conscience ? Je crois qu'ils en ont conscience. Je crois qu'ils en ont conscience. La réponse est oui. C'est laquelle la question suivante. Mais comment est-ce que vous voyez la solution émerger? Le seul problème, je crois qu'on l'a vu avec la proposition française ce matin, et c'est un problème qui était sous-jacent à l'accord du 21 juillet, c'est que l'Allemagne et la France ont bien conscience que nous sommes vraiment à un moment clé, et les deux chefs d'État, je dirais, sont bien conscients, on va dire, de l'intensité de cette crise. Le seul problème, c'est qu'effectivement, la France voudrait garder une capacité encore d'action en essayant de se décharger beaucoup sur le Fonds européen de stabilité, alors que l'Allemagne veut surtout que la France, justement, donne ce signe favorable. Politiquement, Angela Merkel en a besoin. Je pense que par rapport à ce que disait tout à l'heure Alexandre, c'est tout à fait quelque chose qu'on ressent dans l'accord du 21 et dans les problématiques qu'on a pour le mettre en œuvre. Et aujourd'hui, vraiment, la discussion, elle est à ce niveau-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est donné une semaine de plus. Parce que dimanche dernier, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un certain nombre de points de vue qui n'étaient pour le moment pas encore rapprochés. Très clairement, la France va devoir aller vers le point de vue. Alexandre Adler, pour terminer. Ben, je pense que la question tout simple, bien sûr c'est oui. Bien sûr qu'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont bien compris l'enjeu, même pour leur place dans l'histoire. Mais là où la question me paraît profonde, c'est que comme souvent en histoire, nous sommes confrontés, je dirais dans les deux cas, à cette loi, pardonnerez ma grossièreté, j'appellerais la loi de l'emmerdement maximum. Bien connu, vous savez, le toast tombe toujours du côté où ils sont beurrés. C'est-à-dire que c'est un grand ennui et pour Angela Merkel et pour Nicolas Sarkozy, étant donné ce qu'est leur formation à l'un comme à l'autre, d'être ceux qui vont présider à la vraie disparition, je peux me permettre de parler brutalement devant vous, puisque je ne suis pas un politique, à la disparition de certaines fonctions de l'État-nation. Prenons Angela Merkel, fille de pasteur, venue d'Allemagne de l'Ouest, mais implantée à l'Est et décidée à se battre pour maintenir une Allemagne de l'Est chrétienne, envers et contre tout. Son bureau, dans l'équivalent de ce qu'était le CNRS allemand, donnait juste sur le mur de Berlin. Et quand elle avait fini son travail, qui n'était pas trop prenant, chercheuse en physique, en chimie physique, eh bien, elle lisait des manuels d'économie moderne en allemand qu'elle avait obtenus, qui venaient d'un contrebande, c'était pas trop grave, d'Allemagne de l'Ouest. Angela Merkel, pendant toute sa jeunesse, a rêvé, non pas à l'Europe, mais à l'Allemagne, comme tous les Allemands de l'Est. Ils étaient séparés de leur propre nation et ils rêvaient de redevenir allemands. Elle a beaucoup voyagé, en Union soviétique, en Bulgarie, en Hongrie, et dans tout cet empire soviétique.
elle avait l'idée que finalement il n'y avait pas grand-chose à apprendre des Russes. Il fallait retrouver l'Europe. Donc,